au plan diplomatique, est-ce que cela signifie, ou alors est-ce que cela pourrait signifier quelque chose en particulier que cette visite d'Anthony Blinken suive justement de peu celle d'il y a quelques jours encore du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov? Pour répondre à votre question sur Blinken, le signal que donne cet homme, Anthony Blinken, c'est le signal d'États occidentaux, c'est à peu près en gros 20% de la planète, d'États occidentaux qui sont aux abois, qui n'arrivent plus à ménager la chèvre et le chou, qui pendant 60 ans ont démontré, même avant d'ailleurs, les 60 ans d'indépendance, qu'effectivement ils étaient dans une démarche de domination, d'exploitation et de réduction à l'esclavage des peuples entiers d'Afrique du nord au sud, est en ouest, je me rappelle. Et donc aujourd'hui, on se rend bien compte que cet axe nouveau qui se reconstitue, Russie, Chine, Iran et d'autres pays périphériques qui sont ou alliés ou influencés par ces deux blocs, rallient la cause de ce qu'on appelle les BRICS. Eh bien, ces États commencent à prendre le relais et le font pas depuis hier, hein, ça fait déjà très longtemps. La Chine est présente en Afrique depuis 20 ans de façon active, avec des investissements considérables. Il va de soi que la Russie a commencé à manifester sa présence en Afrique de façon assez importante, d'abord en Algérie, on le savait déjà historiquement, mais au-delà de l'Algérie, bien évidemment sur les luttes contre l'apartheid, sur les luttes pour le soutien de l'Angola, pour le front du refus contre le racisme sud-africain, et puis surtout aujourd'hui, historiquement, les Russes sont du bon côté de l'histoire. Alors, évidemment, une guerre est toujours une sale guerre, hein, ça, il n'y a pas de secret, mais en revanche, les raisons pour lesquelles ils la font, ce sont des raisons qui sont des luttes à la fois de souveraineté de l'État, mais surtout antiracistes. On a oublié qu'effectivement, en face, on avait des néo-nazis. Donc, pour revenir à votre question, Blinken n'est qu'un élément, une sorte de porte-parole assez ridicule au demeurant aujourd'hui, de la Maison-Blanche qui ne sait plus comment faire pour séduire les Africains. La politique de la coloniale n'est plus possible puisque aujourd'hui il y a un bloc qui se reconstitue et qui va mettre un holà à cette politique. Je parle donc des Russes. Ils ne peuvent pas aller par un coup de force. La politique, évidemment, du chantage économique n'est plus possible puisque l'Afrique, avec une croissance de 5% par an, a démontré qu'elle est en mesure de pouvoir commencer à s'autogérer, ce qui est quand même pas mal. Et surtout, la politique des alliances trahies systématiques de la part de l'Occident. Ça fait tellement longtemps qu'ils ne tiennent pas leur parole que les Africains en ont quand même un très mauvais souvenir. Alors évidemment, quand Blinken arrive, il espère rattraper l'opération Lavrov qui a été extrêmement réussie. Sauf que les dernières rencontres États-Unis-Afrique sur les questions économiques, ça remonte à Obama et ça n'a rien donné. Donc les États-Unis sont discrédités sur plusieurs fronts. Les États-Unis, en plus, commencent à créer des tensions avec la Chine et cherchent des alliés de circonstance comme l'Afrique. Non pas que l'Afrique soit numériquement ou militairement inquiétante, mais l'Afrique est effectivement la première ressource au monde en termes de matières premières, et que si demain l'Afrique bascule du côté du bloc de l'Est, c'est déjà le cas à mon sens, eh bien les États-Unis seront bien en peine de pouvoir imposer la souveraineté du dollar, la domination de l'Occident et surtout le soutien de leurs alliés occidentaux franco-anglais dans la région. Donc Blinken vient à la suite de Macron, essaie de réparer les dégâts, mais les dégâts sont depuis très longtemps causés par ces États prédateurs qui n'ont jamais eu pour seul objectif que de s'enrichir de façon outrancière. On a vu l'esclavage, traite négrière, réduction de l'esclavage, colonisation, toujours l'enrichissement, toujours le profit, toujours la quête du besoin et de l'exploitation au détriment des populations locales. Maintenant, les Africains ont le choix de leurs partenaires et je pense que Blinken le sait parfaitement. C'est plutôt j'ai envie de dire que la bête est blessée, effectivement, et qu'ils ne savent pas comment gérer cette situation. Les coups d'État qu'ils avaient l'habitude de faire sont des échecs aujourd'hui. On le voit avec ce qui s'est passé en RCA, en République centrafricaine. On voit qu'ils ont essayé aussi de molester le Mali, ça n'a pas abouti. Donc effectivement, les alliés qui sont en faveur des Africains aujourd'hui, pour des raisons stratégiques bien évidemment, mais au-delà de ça, parce que ce n'est pas des néocolonialistes, ces alliés semblent marquer des points face à la contre-offensive assez pathétique et diplomatique de la part des Occidentaux. Gamal Abina, on a appris, d'après un communiqué, selon le communiqué de Pretoria, que Blinken s'est entretenu ce lundi avec la chef de la diplomatie sud-africaine, Naledi Pandor, pour évoquer notamment le développement, et là je cite le développement récent en cours concernant la géopolitique mondiale et faire des annonces concernant la nouvelle stratégie africaine du gouvernement américain, etc. Cependant, ce qui attirait également l'attention de certains analystes, c'est que le secrétaire d'État américain a mis l'accent sur ce côté de l'Afrique du Sud comme ce pays-là qui n'a pas explicitement soutenu la Russie pendant la crise ou au cours de cette crise ukrainienne, mais n'a pas condamné justement parce que au Conseil de sécurité de l'ONU, certains pays s'attendaient à ce que l'Afrique du Sud condamne, pourquoi pas la Russie dans la crise ukrainienne, ce n'a pas été fait. Donc quelque part, est-ce que la neutralité, si je puis me permettre, de l'Afrique du Sud pose un problème aux États-Unis dans ce cas d'espèce?
Alors, je vais annoncer une chose importante dans la mesure où ça va peut-être pas plaire à ceux qui vont écouter. Je parle donc des Occidentaux, s'ils écoutent. D'abord, les trois plus grands États racistes de la planète, les trois, il y en a eu trois dans l'histoire, très très racistes, avec des institutions racistes installées. C'était l'Allemagne nazie, on a connu ce qui s'est passé. C'était évidemment les États-Unis avec la ségrégation raciale. Et c'était l'Afrique du Sud, quand elle était tenue par De Klerk et toute sa collection de dirigeants antérieurs, tout ce qu'on appelait Bauer, donc tous ces racistes européens. Et donc, les Américains viennent sur un territoire dans lequel et les Sud-Africains ont une mémoire très longue. Ils se souviennent de qui les a soutenus et qui les a enfoncés littéralement dans une politique sectaire et raciste ségrégationniste. Les États-Unis font partie de ces gens qui étaient le meilleur soutien de l'Afrique du Sud. Et donc, les Sud-Africains, ils ont une stratégie, c'est que c'est les gens qui réfléchissent. On a l'impression qu'ils ont l'air légers, peut-être dans leurs décisions, et que peut-être ils sont en demi-teinte, ils ne condamnent pas, mais ils ne soutiennent pas. C'est une stratégie diplomatique très habile de leur part, qui ne les applique pas outre mesure, mais qui donne quand même le sentiment, le fameux mot chinois, qui ne dit mot consent. Je veux dire par là que si les Sud-Africains ont une mémoire longue, ils ont aussi une mémoire courte qui leur rappelle quand même, je parle sur le court terme, qui leur rappelle quand même que l'assassinat de Kadhafi a été fait alors qu'ils refusaient, eux, de voir ce pays détruit. Qu'ils ont tout fait pour soutenir, parce que Kadhafi les a soutenus, tout fait pour proposer leurs bons offices, faire en sorte qu'on ne détruise pas la Jaméria. Elle a été ravagée par les bombes américano-anglo-françaises et italiennes. Donc, maintenant, les Sud-Africains, ils sont très réservés. Pourquoi iraient-ils s'enliser avec un pays qui a toujours été traditionnellement raciste, qui a soutenu le régime raciste qui les a opprimés, alors que les Russes, à contrario, n'ont jamais eu de politique raciste vis-à-vis des Africains. Tellement pas vrai qu'ils ont soutenu des régimes d'indépendance des pays qui voulaient se libérer du racisme occidental. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, si les Sud-Africains ne s'expriment pas de façon claire par rapport à la stratégie vis-à-vis des Russes, c'est pas parce qu'ils condamnent les Russes ou qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ne se projettent pas dans on est d'accord ou on n'est pas d'accord. C'est pas leur propos. C'est qu'ils voient ce qui se passe en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, et ils se disent, à tout le moins, à prendre un bon allié, prenons cet allié russe qui a toujours été un allié contre les Américains qui font la danse du ventre, mais qui finalement n'ont jamais été des alliés. Je veux dire, il a fallu quand même attendre la chute de l'URSS pour que l'étau se desserre sur l'Afrique du Sud. Mais ça ne s'est pas fait grâce à l'Amérique, nous le savons très bien aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que les Sud-Africains sont en demi-teinte, mais je n'ai absolument aucun doute, je vous dis bien aucun doute sur la stratégie sud-africaine. Ce sont des gens très formés, très intelligents, qui se sont émancipés intellectuellement et qui connaissent la bête sauvage que peut constituer le racisme occidental. Donc ils ne tomberont pas dans ce piège et ils garderont toujours des cartes à jouer face au diktat américain qui ne peut pas s'imposer à eux. L'Afrique du Sud fait partie des BRICS aujourd'hui et ne compte surtout pas s'en retirer. Afrique Média. Le monde, c'est nous.